Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. C'est ma première fois comme speaker ici au Vrescamp. Donc, je suis très contente d'avoir l'opportunité de parler de ce sujet. Je vais vous parler aujourd'hui des pipelines CI/CD. Alors, deux petits disclaimers pour commencer. C'est un sujet plutôt orienté débutant, personnes qui découvrent le sujet. Donc, si vous connaissez le sujet, il y a un risque que vous découvrez. Vous ne découvrez pas grand-chose peut-être si vous maîtrisez, mais donc voilà, je préfère le dire dès le début. Deuxième chose, c'est que je suis un peu malade aujourd'hui, donc l'énergie, elle ne sera pas 100%, mais je vais faire de mon mieux pour cette présentation. Et on peut commencer. Donc moi, c'est Afsa, je suis développeuse et facilitatrice, je travaille chez Shodoren. Je suis en mission chez un éditeur de logiciels rennais, GMV. Je fais un peu de tout en termes de développement, principalement back-end, mais je m'intéresse à pas mal de choses, notamment tout ce qui est méthodologie de travail, agile, DevOps, un peu de tout. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler des pipelines et de les décoder. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet? Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'en tant que dev, dans mes missions précédentes, mais aussi pas mal de missions et pas mal autour de moi, quand je discute avec les devs, c'est que souvent c'est un sujet peut-être un peu obscur, parce qu'on connaît un peu notre métier, on arrive à développer, on arrive à produire du code, mais après tout ce qui est, une fois on fait un push, une fois on déploie notre code, on l'envoie, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un peu une boîte noire pour pas mal de personnes. Donc j'ai décidé un peu de creuser le sujet pour un peu apporter cette première peut-être vision qui va vous permettre par la suite de découvrir le sujet un peu plus, de manière un peu plus profonde. Donc d'abord pour moi c'était l'occasion de parler de responsabilisation, notamment responsabilisation des devs, de nous les devs. Je parle de moi-même ici parce que souvent le produit, enfin le code, c'est notre produit, c'est nous qui produisons ce code-là. Donc nous sommes principalement responsables de leur stabilité et de la stabilité et de la qualité de ce code-là. Et donc pas seulement le DevOps ou la DevOps de l'équipe. Et aussi parce que nous voulions ou pas, nous sommes impliqués dans ce process-là aujourd'hui plus qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle beaucoup, vous devez le voir aussi dans les différentes offres d'emploi. C'est souvent, on a besoin de quelqu'un qui connaît tout le process de déploiement, etc. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui de le connaître. Aussi pour l'alignement des équipes, parce que je trouve que souvent, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que s'il y a un problème dans les pipelines, on se dit, on va voir le DevOps, alors qu'il y a pas mal de fois où c'est un souci, par exemple un job qui fail parce que les tests ont fail, ou parce que quelque chose sur laquelle nous, on a le contrôle, ou que nous pouvons un peu troubleshooter ou voir ou découvrir d'où vient un souci, mais en général, on va demander à quelqu'un d'autre, ou on demande, ou on place en fait la responsabilité sur une personne, et si cette personne-là, elle n'est pas là ou elle est occupée, souvent on se retrouve à bloquer en attendant que ça se débloque. Détection et résolution rapide des bugs, des problèmes, des soucis par rapport au pipeline, parce que souvent, comme j'ai dit, on peut le découvrir nous-mêmes, on peut trouver d'où vient le souci par nous-mêmes. Et ça nous permet de gagner en productivité, parce que, comme j'ai dit, au lieu d'attendre un DevOps ou un membre de l'équipe pour nous aider à résoudre le problème ou savoir d'où ça vient, on peut le résoudre nous-mêmes et gagner beaucoup de temps. Ça nous aidera dans notre autonomie aussi, et surtout qu'on gagnera beaucoup plus à résoudre les bugs, parce qu'ils sont plutôt généralement évitables si on travaille sur des tests qui couvrent la plupart des cas, et je ne parle pas de couverture de tests et de pourcentage. Optimisation du déploiement, parce que, comme j'ai dit, nous produisons le code qui va passer par ces pipelines-là, donc on peut produire un code qui va être adapté à ces pipelines, à la culture de qualité de notre produit. Ensuite, on a l'anticipation et l'adaptabilité. Quand on sait de quoi il s'agit, on peut anticiper les soucis qu'on pourrait rencontrer, on peut s'adapter à différents cas ou différents soucis qu'on pourrait avoir. Donc globalement, le but, c'est une collaboration qui va être effective, une résolution qui va être efficace, une intégration qui va être fiable et de qualité. Et c'est nous donner à nous, les développeurs et développeuses, les moyens de mieux collaborer, de travailler ensemble, de résoudre nos problèmes, de détecter les problèmes plus vite et de produire un code qui va être intégré
naturellement dans l'ensemble de cycle de vie de la livraison, mais aussi ça va nous donner une idée sur le cycle général de la livraison, globalement, du début jusqu'à la fin. Et donc, finalement, on va plus subir les pipelines, entre guillemets, on va plus se dire, bah, on a une pipeline, mais notre code ne passe pas, mais on va savoir de quoi il s'agit et on va pouvoir peut-être avoir la main dessus et améliorer nos pipelines par la suite. Donc, on reprend dès le début. C'est quoi une pipeline? Donc, pour mieux comprendre ce qu'est une pipeline CI/CD, il y a une analogie assez simple que j'aime bien. C'est une chaîne de montage automobile dans une usine de voitures. Donc, pour fabriquer une voiture, il faut suivre une série d'étapes. Donc, on commence par, on a le châssis, après on a le moteur, après on a le roue, et après il y a pas mal d'étapes derrière. C'est pas juste, c'est hyper simplifié, c'est pas ça le cycle de construction d'une voiture. Mais l'idée, c'est que c'est une succession d'étapes. Donc, qui doivent se suivre, elles doivent être exécutées dans un ordre précis. Donc, on ne peut pas poser les roues avant d'avoir installé le moteur. Et donc, chaque étape, généralement, elle dépend de l'étape précédente. Et la sortie d'une étape, elle va être l'entrée de l'étape suivante. Et pas mal d'étapes, elles peuvent être exécutées en parallèle. Comme par exemple les roues, on peut les installer en même temps. Et donc, globalement, la fabrication, elle ne s'arrête pas à l'assemblage. Ensuite, il y a bien sûr une phase de tester, de garantir que la voiture elle fonctionne bien, et après, elle est prête pour être utilisée ou être vendue au client final. Donc le but final, c'est de produire une voiture, un produit qui va être fini et fonctionnel. Et de la même manière, les pipelines CI/CD, elles fonctionnent de cette manière aussi. Globalement, c'est une série d'étapes qui vont suivre, qui a un nom spécifique, on va voir par la suite. Mais c'est une série d'étapes qui vont être successives, qui ne doivent pas parfois être exécutées en même temps. Parfois, c'est mieux de les exécuter en même temps. Mais l'idée globale, c'est elle nous aide à construire, à livrer notre produit logiciel, quel que soit le produit ou le logiciel sur lequel on travaille. C'est quoi le but finalement d'un pipeline CI/CD? C'est avant tout, c'est d'automatiser et optimiser le processus de développement et de test, de déploiement d'applications, et aussi d'améliorer la qualité de logiciel, tout en réduisant le temps qu'on prend entre le fait de push notre code et l'arrivée en production ou l'arrivée en environnement de test, livraison. Donc il intègre les différentes étapes de cycle de vie d'un développement logiciel. Donc on commence par la création du code, le build, la révision, les tests, le déploiement, dans un flux qui va être unique, qui va être cohérent. Et le but final, c'est développer plus vite, tester plus souvent et bien sûr déployer plus efficacement. Donc CI/CD, la première partie qui va être la CI et la deuxième CD. CI, c'est quoi? En fait, globalement, c'est tout ce qui se passe entre le push du code et juste avant le déploiement. Donc c'est l'intégration continue. Donc les devs, moi, on intègre fréquemment les changements du code. C'est un peu la bonne pratique, c'est d'intégrer le plus souvent possible le code dans le repo remote, que ce soit sur une branche parce qu'on ne veut pas le déployer en dev ou que ce soit en dev. Et chaque mise à jour, donc ça va être un trigger, soit ça va être un push de code, soit ça va être une demande de merge request, soit ça va être une action manuelle, ça va être un cron job, mais en tout cas, ce trigger-là, il va déclencher un processus en fait d'intégration continue, donc qui va continuer dans sa phase un peu classique, un build, des tests et un résultat qui va être déployé par la suite. L'important dans tout ça, c'est qu'au cours de ce process-là, les devs, ils devraient avoir un feedback assez régulier, assez, on va dire, fréquent, ou feedback assez immédiat sur est-ce que le code avance bien dans le cycle d'intégration continue. Et une fois on a un problème, l'idée, c'est qu'on ait une réponse assez rapide pour qu'on puisse intervenir. Que ce soit par exemple à travers des notifications Slack, que ce soit à travers un email, mais en tout cas, on devrait avoir une réponse assez rapidement et on devrait savoir si ça se passe bien ou mal pour intervenir. Et le but final, c'est de s'assurer que le code, une fois il est passé par tout ça, c'est qu'il est prêt, il ne va pas compromettre l'application ou le produit final quand il va être déployé. Donc l'avantage, globalement, c'est détecter rapidement s'il y a des bugs, s'il y a des tests qui fail, réduction des conflits d'intégration et éventuellement une meilleure collaboration avec le reste de l'équipe. Donc la CI,
elle se construit en différentes étapes qu'on appelle les stages. Donc c'est une étape logique dans une pipeline et dans laquelle on peut trouver des jobs. Donc c'est des tâches individuelles qui vont être exécutées dans des environnements qui vont être isolés. Donc les stages, ils s'exécutent de façon séquentielle et on ne passe pas au suivant tant que le précédent, en fait, il n'est pas fini. Donc la source, c'est déjà la récupération du code source, comme on a vu il y a dans le schéma précédent, récupération du code depuis le dépôt et gestion des dépendances. On passe à la phase de build ou de compilation du code et génération d'artefacts. Là, donc, avant que le code soit validé, après qu'il soit validé dans le dépôt remote, le code il va être compilé pour construire une instance qui va être exécutable. Et cette instance-là, elle va nous permettre par la suite de la tester et de suivre le process. Et les devs, nous, on devrait recevoir des alertes en cas d'échec de build. Et ça va être notre premier feedback pour savoir si ce qu'on a pushé, c'est cohérent, ça va bien se passer ou pas. Et si ça passe bien, il passe à l'étape suivante qui est les tests. Et donc là, on parle de tout ce qui est type de test qu'on va voir par la suite. Donc l'objectif, c'est de valider si le code, s'il n'y a pas eu de régression, si le code valide, si les tests en fait valident le code et s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Comme j'ai dit, durant chaque étape, on devrait pouvoir recevoir des alertes si ça se passe bien ou s'il y a une étape qui fail, et pour pouvoir intervenir par la suite. Ici, c'est important de parler des tests, parce qu'il y a une phase de test, mais il y a pas mal de tests qui rentrent là-dedans. Donc, c'est important de parler de la pyramide de tests. Si vous ne connaissez pas, du coup, c'est un modèle qui organise les différents types de tests en différentes couches pour équilibrer les coûts et les bénéfices de tous les types de tests qu'on peut faire. Donc, ça a été créé par Mike Cohn. En principe, on a en base la quantité de tests qu'on va devoir rédiger, sur laquelle on va devoir travailler. Comme vous voyez, il y a la flèche de temps, donc, qui est moins de temps, plus de temps pris sur la base de la pyramide et moins de temps en haut. Et les coûts, ils augmentent de la base au sommet de la pyramide. Donc on commence par les tests unitaires. Normalement, c'est les tests qui prennent le plus de temps à développer. C'est la partie que peut-être on n'aime pas trop en tant que dev, mais c'est hyper efficace parce que même si ça nous prend du temps, mais c'est celle qui coûte le moins cher en vrai en termes de tests. Donc ils sont assez rapides à exécuter, ils sont peu coûtés à créer et maintenir. Ça va dépendre de l'avis de certains devs, et ils sont nombreux, donc ils constituent la majorité des tests qu'on va avoir à développer quand on travaille sur notre fonctionnalité. On a ensuite les tests d'intégration. Donc l'idée, c'est de vérifier comment différentes unités de code interagissent entre elles. Ils sont moins nombreux que les tests unitaires. Comme vous voyez dans la pyramide, ils vérifient les cas d'usage spécifiques entre modules et services. Et enfin, ils sont plus lents à exécuter que les tests unitaires, en tout cas. On a ensuite les tests end-to-end. L'idée, c'est de vérifier l'application complète dans un environnement qui va être isolé, simulé ou réel, de point de vue de l'utilisateur. Ils sont peu nombreux, ils sont coûteux, ils sont lents à exécuter, mais ils sont essentiels pour garantir que le parcours critique fonctionne correctement. Ensuite, on vient sur les tests d'acceptation. C'est les plus coûteux, parce que généralement, ça prend beaucoup plus de temps. C'est des personnes qu'il faut recruter pour faire ces tests-là. Mais voilà, qui prennent, on pourrait les automatiser, etc. Donc les avantages de la pyramide de tests, c'est de couvrir le maximum type de tests, les maximums de cas possibles. Donc ça va être une structure claire pour prioriser les efforts sur les tests, les efforts qu'on met sur nos tests. Et puis ça va permettre de détecter rapidement et localiser le bug. Pardon. Ensuite, on arrive sur la partie CI, donc c'est le déploiement ou la livraison continue. On va voir par la suite c'est quoi la différence entre eux. Et là, on ajoute un nouveau stage à notre pipeline CI/CD, c'est le déploiement. Donc c'est le déploiement dans un environnement de test ou un environnement de prod. Donc une fois l'application elle est prête pour être déployée, toutes les étapes précédentes sont validées. Là, on arrive sur une stratégie de déploiement. Et là, il y a pas mal de stratégies qui vont être différentes selon le type d'application, le degré de révision en fait, qu'elle a subi, les environnements cibles et pas mal d'autres facteurs. Donc là, on parle pas mal de déploiement roulant
de déploiement bleu vert, de déploiement Canary. Donc ça va dépendre de votre besoin et ce que vous avez envie de faire. Souvent, on utilise le déploiement courant, parce que si vous utilisez Kubernetes, c'est aussi ce qui est utilisé principalement. Donc l'idée, c'est juste de remplacer petit à petit les pods au fur et à mesure pour ne pas créer une coupure de service pour les utilisateurs de l'application. Donc c'est quoi la différence entre le déploiement continu et la livraison continue? Pas grand-chose. L'idée du déploiement continu, c'est automatiser la publication des modifications de code dans l'environnement de prod. Donc une fois le code, il passe par tous les cycles, il est intégré, il est approuvé par l'intégration et la livraison continue. Là, les modifications, elles passent par une série de tests automatisés, et si elles réussissent, elles sont immédiatement transmises à l'utilisateur du logiciel. Par contre, pour la livraison continue, on s'arrête juste avant la production et la mise en production, elle reste un acte manuel, c'est un peu ce qui est le plus recommandé. Et donc, que ce soit avec un outil automatisé, avec un clic de bouton, avec un tag ou bien manuellement, l'idée, c'est que la mise en production, elle va être validée par un être humain. Donc, le choix entre les deux, ça va dépendre de la tolérance et les risques et les besoins spécifiques de votre produit, de votre application et des équipes de développement et d'exploitation. Maintenant, on arrive sur une partie qui est importante pour moi de mentionner, c'est le DevOps et les pratiques CI/CD. Le DevOps, comme on le sait peut-être ou ce qu'on pense, c'est que c'est une personne, c'est un poste, c'est une personne qui s'occupe en fait du déploiement ou tout ce qui est intégration continue. Mais non, en fait, le DevOps, c'est une méthodologie de travail inspirée de la méthodologie Agile. Et l'idée, c'est d'unifier le développement et les opérations dans le but de créer une culture et une collaboration au sein d'une équipe, que tout le monde est impliqué dans tout ce qui est intégration et déploiement continu. Donc il fournit une vision globale, et après on vient sur la CI/CD qui est le mécanisme qui est plus pratique, et l'idée c'est d'automatiser ce processus-là dont on vient de parler. Il va concrétiser les objectifs de DevOps en automatisant le processus, et cela va, comme on a vu, à partir de la CI, donc la collaboration améliorée, et la CD qui est la livraison rapide et fiable. Quels sont les outils et les technologies? Je ne vais pas m'arrêter sur tous les outils, parce que bon, voilà. Mais juste pour savoir qu'il y en a trop, vous allez voir, vous allez pouvoir peut-être détecter dans l'image les outils que vous utilisez dans votre équipe. Ça peut changer d'un projet à un autre, j'en ai changé pas mal aussi. Mais le choix, en tout cas, de cette technologie, ça va dépendre globalement des besoins spécifiques du projet, ça va dépendre de l'infrastructure, ça va dépendre du niveau de familiarité avec l'outil. Peut-être qu'on a l'habitude d'utiliser un outil, donc on va le garder pendant un moment. Ça va dépendre de facteurs comme l'intégration avec d'autres outils de développement et de déploiement. Mais globalement, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de facteurs qui rentrent dans le choix. Et c'est important de prendre en compte ces aspects-là pour choisir le service qui convient le mieux à votre équipe et à votre projet. Par exemple, il y a Jenkins qui est hyper populaire, mais on ne va pas forcément l'utiliser, GitLab CI/CD. Donc ça va dépendre forcément de votre équipe et de votre choix. C'est une discussion à avoir avec peut-être les architectes, avec les directeurs techniques sur le choix de l'outil qu'on va utiliser et de s'y adapter par la suite. On arrive maintenant sur les concepts de base de GitLab CI/CD. J'ai choisi GitLab CI/CD parce que c'est l'outil avec lequel je suis le plus familière, c'est ce que j'utilisais le plus dans ma carrière jusqu'à maintenant. Donc, GitLab, à la base, on le sait tous et toutes, c'est un logiciel de gestion de version. Donc, fortement orienté sur la collaboration et le travail d'équipe. Et parmi ces fonctionnalités, il y a la partie GitLab CI/CD. Donc c'est un outil de gestion CI et de déploiement continu. Donc ça va être pour les projets hébergés dans GitLab. Et parmi les fonctionnalités, donc on a la gestion du code source, on a l'intégration d'outils de monitoring et d'analyse. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de fonctionnalités aussi par rapport à la sécurité, le suivi complet des projets, l'utilisation de la syntaxe YAML. Personnellement, j'aime bien. C'est assez facile à comprendre et à utiliser. Et bien sûr, son intégration native avec Git. Comment ça marche? Globalement, on a vu une partie de comment ça marche, mais un peu plus en termes d'architecture de GitLab. Donc, on a le développeur, la développeuse qui push en code, qui va trigger la pipeline. Normalement, donc,
les étapes, les stages, les jobs, etc., ils sont définis dans le fichier GitLab CI YAML. Donc, on a la partie serveur GitLab, on a la partie runner. La partie serveur, c'est principalement celui qui donne les ordres, qui orchestre comment les étapes vont se suivre. Et le runner, c'est celui qui va exécuter ces jobs-là ou ces fonctionnalités. Voilà. Donc au sein du runner, on a pas mal de choses. On pourrait trouver des artefacts, donc que ce soit des résultats, globalement c'est des résultats de jobs qui vont être réutilisés par la suite dans d'autres jobs. On a des configs qui vont être spécifiques peut-être à notre projet, donc des variables, des secrets, etc. Et on a des package registry, donc ça va permettre de gérer tout ce qui est différentes dépendances et d'artefacts. Ensuite, on a le container registry. L'idée, c'est de permettre de stocker et gérer les images Docker qui vont être utilisées dans votre projet. Et une fois toutes ces séries d'étapes ont été exécutées, on arrive sur la phase de déploiement. Donc le code est déployé, que ce soit en livraison continue, en déploiement continu, comme on a vu. Si on essaie de voir ça d'un peu plus près, j'ai pris un exemple de fichier GitLab CI YAML. Alors c'est un exemple hyper basique. L'idée c'est que ça soit représentatif un peu des étapes classiques. L'idée c'est le fichier, il va être créé, il va être à la racine de votre projet. On a tout en haut, on commence par les phases des pipelines, donc les stages qu'on a vus tout à l'heure. Là ici on a le build, les tests et le deploy. Donc on commence par définir nos différents jobs et on les assigne à différents stages pour permettre d'être exécutés séquentiellement. Donc on a le job de compilation qui va vérifier et s'exécuter. Et ensuite on a le job de test qui va générer des rapports de test qu'on va afficher dans GitLab. Donc là on peut voir pas mal de fonctionnalités qui sont possibles à GitLab, donc tout ce qui est génération d'artefacts, la réutilisation et les différents assignements au stage. Un élément hyper important, une fonctionnalité hyper importante, intéressante par rapport à GitLab CI, c'est qu'on peut utiliser des templates de pipeline. Donc ça va permettre de créer et réutiliser des portions de code de GitLab, de configuration GitLab CI et pour faciliter la maintenance. On va voir par la suite c'est quoi les avantages. L'idée, ici on a défini un bout de template qui va être à l'intérieur de nos fichiers qu'on va réutiliser par la suite. Donc le point au début, ça va permettre d'indiquer que c'est une template qui va être réutilisable et non directement exécutable. Et comment on l'utilise? On utilise le mot extends suivi par le nom de la template ou la partie en fait, de la template. La méthode 2 qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut utiliser un template qui va être local ou remote. Comment on l'utilise? Là, on a un fichier YAML qui va être à part, qui va être la configuration des tests, qu'on va utiliser dans notre partie, dans notre GitLab CI YAML. Donc, on a le mot include avec soit local, soit remote. Local pour, bien sûr, comme son nom l'indique, il est en local. Et remote parce qu'on utilise peut-être un fichier de configuration qui va être remote. Et ici, il y a une fonctionnalité aussi intéressante, c'est d'utiliser des règles pour dire qu'on inclut ce fichier de configuration que si on fait un push, en fait, on est sur l'environnement de production et pas dans les autres environnements. C'est quoi les avantages et les bonnes pratiques par rapport à l'utilisation des templates? D'abord, on a la centralisation de la configuration. Donc, on peut centraliser certaines configurations, par exemple tout ce qui est variable, template de job, etc., dans un seul fichier externe et l'inclure dans notre projet. La réutilisation du code, ça va permettre de répéter pas mal de configurations quand on pourrait avoir besoin, par exemple, on a plusieurs API qui vont avoir principalement le même process de déploiement continu, donc on peut utiliser. Et ça s'approche du principe Drive, donc Don't Repeat Yourself, de la programmation qui vise à réduire la répétition du code source. Et enfin, faciliter la maintenance. Donc si vous avez à modifier une configuration partagée, vous le faites dans un seul fichier qui va être externe, ça va simplifier la maintenance et ça va créer une plus grande cohérence et facilité de gestion. Ceci dit, il faut suivre pas mal de bonnes pratiques pour qu'on ne casse pas tout pour tout le monde.
La première bonne pratique, c'est le versionnage. Donc, tout comme code source, les pipelines doivent être versionnés. Donc, ça va permettre de suivre les modifications. On passe par un processus de déploiement, de validation du code comme on fait pour nos applications normales. Donc, une pull request, une validation, une relecture du code avant que ça soit push, parce que ça va avoir un impact sur pas mal d'autres API ou pas mal d'autres projets. Ça va permettre aussi de revenir à des versions antérieures si on veut, en cas de problème, et ça va permettre de comprendre l'évolution du pipeline au fil du temps, parce qu'on peut voir comment on a évolué en tant qu'équipe dans notre pipeline. Comme j'ai dit, la revue de code, c'est important pour ne pas casser des choses, et la documentation. Donc utiliser une documentation qui va être claire, essentielle, pour s'assurer que les pipelines soient compréhensibles et maintenables par le reste de l'équipe. Donc inclure tout ce qui est information sur c'est quoi notre structure de pipeline, ce fonctionnement, les modifications qu'on a apportées au fil du temps, et n'hésitez pas à créer peut-être un schéma un peu global de c'est quoi nos étapes de pipeline pour le reste de l'équipe. Ensuite, il y a une fonctionnalité aussi intéressante, c'est de limiter l'exécution d'un job à une branche spécifique. Il y a deux méthodes par rapport à ça. On peut utiliser le terme only. Alors, ce n'est pas très utilisé, celui-là. En général, c'est pour des cas simples ou un job qui doit se limiter à une ou plusieurs branches, mais ne supporte pas tout ce qui est conditions complexes ou des expressions logiques. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser les rules. Ça, c'est plus utilisable, par contre. Et l'idée, c'est d'utiliser pour des conditions plus avancées. Donc c'est plus flexible, il va permettre de combiner tout ce qui est branches, des tags, d'autres variables CI/CD avec des conditions. Et il supporte les expressions logiques comme des if et des else. Donc là, comme on peut voir dans l'exemple, on a if, le commit est fait sur la branche mail. Et là, on exécute le job de déploiement. On a aussi tout ce qui est artefact et cache. Donc, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, l'artefact, c'est des fichiers générés par un job qui vont être réutilisés dans d'autres étapes de la pipeline. Donc, ils sont stockés temporairement pour être partagés entre les jobs, alors que le cache, il permet de stocker les dépendances et les fichiers couramment utilisés pour accélérer les pipelines. On utilise généralement le cache pour conserver tout ce qui est bibliothèque, package entre les builds. Il permet d'éviter le téléchargement, ce qui accélère le process. Si vous avez déjà eu des pipelines qui sont un peu lentes, souvent c'est parce qu'on retélécharge à chaque fois les dépendances. Ici, il y a un truc aussi intéressant, c'est de pouvoir avoir une gestion centralisée des caches et de l'image Docker. Ça va pouvoir être utilisé pour le reste des jobs et ne pas réinventer à chaque fois et ne pas réutiliser. Les artefacts sont conservés ici pendant 1 heure, donc c'est une fonctionnalité aussi intéressante d'ajouter une expiration, une date d'expiration sur les artefacts pour ne pas les garder pendant longtemps. Et ici, on a une fonctionnalité aussi intéressante, c'est de garantir que le job de test ne s'exécute, ne commence qu'après la réussite du job build. Donc là, on ajoute le mot-clé needs pour dire je ne commence pas mes tests avant que le job de build soit terminé et réussi en plus. C'est quoi la différence entre l'artefact et le cache? On l'a déjà vu, mais il y a pas mal d'autres différences. C'est par rapport à la durée de vie. Comme on a vu, l'artefact, il expire à la fin de la pipeline, ou selon si on set l'expiry ou pas. Et le cache, il est persistant entre les pipelines selon la clé utilisée. L'artefact, il est spécifique à la pipeline qui va être en cours, alors que le cache, il va être partagé entre la pipeline si bien sûr la clé elle reste identique. Ensuite, en termes de cas d'usage, l'artefact, il permet de partager des fichiers entre les jobs, on l'a déjà vu, et le cache, il permet de conserver des fichiers qui vont être redondants, réutilisables, voilà. Et performance, les artefacts sont moins rapides, parce qu'ils sont créés et récupérés à chaque fois pour chaque pipeline, alors que le cache, il est plus rapide parce qu'il reste, il est persistant entre les pipelines. Autre chose aussi intéressante, c'est les environnements. Donc, ils représentent les différents contextes. On a l'environnement de dev, staging, pré-prod, production pour le déploiement. Et l'idée, c'est d'avoir des stages qui vont être spécifiques en fait, à des environnements et de permettre, on va voir par la suite,
de suivre un peu tout ce qui est historique de déploiement dans différents environnements. Ici, on voit qu'on définit l'environnement de staging avec une URL qui va être spécifique. On a un job qui va être déploiement que sur l'environnement de stage. Et donc, on définit ça et on dit au fait qu'on spécifie que le job il va s'exécuter seulement sur la branche de développe. Ce qu'on peut faire aussi pour le déploiement en production, on a parlé de déploiement manuel, c'est de spécifier que le déploiement sur la branche de prod, par exemple, elle se fait avec un job manuel. Donc là, ça ne va pas s'exécuter à la fin de la pipeline. Il y a une différence entre les environnements statiques et les environnements dynamiques. Donc, c'est quoi la grande différence entre les deux? Statique, c'est les environnements qui sont prédéfinis. Statiques, on les utilise tout le temps. Donc, on a dev, staging, pré-prod, prod, par exemple. Ceux qui vont être dynamiques, ils vont être des environnements qui vont être pour déployer une feature principalement pour, par exemple, des tests ou vérification, etc. La durée de vie des environnements statiques va être permanente parce qu'on les utilise tout le temps. Et les dynamiques, ils vont être temporaires, ils ont une durée de vie qui va être assez spécifique. Et au bout de cette durée de vie, l'environnement il est détruit et on peut le recréer si besoin. URL constante, gérée dynamiquement pour chaque instance, donc c'est un peu la différence. Et en termes de configuration, donc pour l'environnement statique, on a une configuration qui va être simple, définie en une seule fois. Par contre, pour les dynamiques, c'est assez particulier, il faut définir les noms et les URL, comment on les définit et comment ils sont gérés dynamiquement. Ensuite, on a les ressources. Alors, statique, c'est assez défini, donc on n'a pas besoin d'en créer 10 000. Donc, les ressources, elles vont être moins intensives. Alors que dans le cas dynamique, elles pourraient être potentiellement coûteuses en cas de nombreux environnements simultanés. Si on fait ça pour plusieurs, par exemple, les features, on est en train de créer pas mal d'environnements. Par exemple, si on a 10 devs, chacun il fait un environnement, on en a 10 et ça commence à coûter un peu cher en termes de ressources. C'est quoi les avantages et les bonnes pratiques d'utiliser les environnements? Globalement, on commence par la visibilité. Ça permet de visualiser facilement dans l'interface GitLab tout ce qui est pipeline, déploiement actif, les journaux associés à chaque environnement. On a la traçabilité. Donc chaque déploiement est associé à un commit et à une pipeline ou un pipeline spécifique qui va faciliter au fait la détection des erreurs et le suivi. Un rollback qui va être simplifié. Donc, GitLab il conserve l'historique des déploiements par environnement, qui permet de revenir en arrière si besoin, rapidement. Un déploiement qui va être automatisé et manuel, donc une possibilité de configurer les déploiements automatisés pour les environnements intermédiaires comme dev, staging, et les déploiements manuels. Et enfin, une approche multi-environnement qui va prendre en charge plusieurs environnements et des URL personnalisées associées pour chaque environnement qui va simplifier les tests et la gestion des versions. Les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est d'utiliser des noms clairs et explicites, voilà, pour faciliter la compréhension et la gestion des environnements. Un autostop pour les environnements temporaires, donc définir une durée par défaut, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour que ça ne tourne pas au fait, pendant longtemps. Et des variables d'environnement, donc qui va permettre de séparer la configuration du code et simplifier le maintien. Donc utiliser des URL différentes pour chaque environnement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est protéger les accès, donc limiter les déploiements à des personnes, d'utilisateurs associés. Si par exemple on est dans le cas où on veut déployer une fonctionnalité pour qu'elle soit vérifiée ou testée par une personne externe à l'équipe ou quelque chose du genre, limiter les accès à cet environnement-là. Ce que ça donne dans GitLab, c'est qu'on peut visualiser, comme j'ai dit, les différents environnements. On peut voir quel était le dernier commit, qui était l'auteur, l'autrice du dernier commit, sur quelle branche, et c'était quoi le déploiement, les pipelines associés, les journaux associés à chaque environnement. Et bien sûr, on peut l'arrêter si on veut. Une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, et on l'a vu, c'est la parallélisation. Parallélisation, ça va permettre d'exécuter plusieurs tâches ou parties des pipelines simultanément. Ça va permettre de gagner du temps, réduire le temps nécessaire pour terminer une pipeline. Je sais en tant que dev, quand j'avais eu des pipelines qui prenaient 30 minutes à être exécutés, ça commençait à faire un peu beaucoup parce qu'on passe à autre chose et on a besoin que ça se termine pour pouvoir le déployer et passer à autre chose. Donc voilà.
Ici, on a l'exemple de tests. Ce qu'on peut paralléliser, ce qui est intéressant, c'est que les tests, par exemple, les tests unitaires, les tests d'intégration, ça peut être exécuté en même temps. On gagne du temps par rapport à ça. Donc ici, on peut voir que les jobs ils peuvent être exécutés de façon parallèle. Les deux, ils ont besoin du job du build, que ce soit terminé pour être exécuté. Mais comme ils sont sur le même stage, ils peuvent être exécutés en même temps. Comme j'ai dit, les avantages, c'est d'optimiser le temps et faciliter la maintenance et la compréhension en fait en séparant les jobs. Au lieu d'avoir un seul job pour tous les tests, et là c'est un bug, il faut creuser dans les logs de GitLab pour voir qu'est-ce qui a fail et pourquoi. Le mieux c'est de séparer et comme ça on sait qu'est-ce qui a fail en termes de tests et pouvoir regarder dans les logs et résoudre le problème. On arrive, maintenant on a vu tous les exemples, les fonctionnalités. Alors c'est une liste non exhaustive, il y a pas mal de fonctionnalités assez intéressantes par rapport à GitLab. Donc je vous ai un peu présenté quelques-unes qui me semblaient assez intéressantes. Ici on arrive sur la partie sécurité dans les pipelines, qui est tout aussi importante. Donc globalement, la sécurité, c'est une responsabilité qui va être partagée par toute l'équipe. Ce n'est pas la responsabilité d'un DevOps, d'une DevOps, des archis, voilà. C'est la responsabilité de tout le monde. Et donc dans le cadre du travail collaboratif de DevOps, la sécurité doit être intégrée du début à la fin du cycle d'intégration continue, du déploiement continu du projet. Et donc c'est dans ce sens-là que l'expression DevSecOps a été créée, qui souligne la nécessité d'intégrer la sécurité au projet DevOps. Donc le modèle DevSecOps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est développement, sécurité, exploitation. Voilà. Et l'idée derrière, c'est une approche de la culture, l'automatisation, comme je dis, la conception d'outils et de plateformes qui vont intégrer la sécurité du début à la fin et qui va être une responsabilité partagée, commune, entre tous les membres de l'équipe. On commence déjà par les variables et les secrets, ça c'est assez important. Donc les variables des projets, les variables, elles vont être variables de projet, variables de groupe, variables de pipeline. Là, on est sur une sorte d'hiérarchie. Donc, les variables de projet vont être spécifiées à un projet qui va être donné. Elles vont être utilisées pour stocker des configurations de secrets qui vont être pertinents au projet lui-même. On a les variables de groupe, elles sont définies au niveau du groupe GitLab, donc utilisées pour tous les projets qui vont être au sein de ce groupe-là. Ils ont une priorité inférieure forcément aux variables du projet. Et si une variable de projet a le même nom qu'une variable de groupe, les variables de projet vont prendre la priorité dans ce cas-là. Ensuite, on a les variables de pipeline, variables d'environnement. Elles sont définies au niveau du pipeline GitLab CI/CD, donc le fichier GitLab CI/YAML. Elles ont priorité inférieure aux deux autres. Et vous pouvez les définir directement dans le fichier YAML. Et elles seront disponibles uniquement sur le pipeline spécifique. Et les secrets, en fait, c'est des types spéciaux de variables qui vont être définis. Leur but, en fait, c'est de stocker des informations qui vont être sensibles, de mot de passe, clé d'API, certificats, etc. Donc, quand on veut dire, on ne veut pas les utiliser dans les variables de pipeline. Les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est le principe du moindre privilège. Donc, globalement, limiter les accès aux secrets et variables sensibles uniquement aux utilisateurs et processus qui en ont besoin, qui devraient avoir accès pour réduire les risques d'exposition. On a ensuite la rotation des secrets, donc changer régulièrement les secrets, les mots de passe, les clés d'API pour minimiser les règles en cas de fuite. On a une gestion centralisée des secrets, là c'est la meilleure pratique par rapport à ça, utiliser tout ce qui est SOAP, Vault, pour assurer le chiffrement, le contrôle d'accès. On a un historique sur la mise à jour, qui l'a utilisé, dans quel cas, voilà, le contrôle d'accès, la rotation, etc. Utiliser un audit et journalisation, donc un système d'audit pour surveiller l'utilisation des variables et des secrets, afin de détecter au fait s'il y a une utilisation qui est anormale. Et enfin, c'est séparer les variables selon les différents environnements. Donc, c'est pour éviter d'utiliser, par exemple, une variable de prod en local ou en prod ou dans les environnements de test.
Donc, pour tout ce qui est validation et vérification de la sécurité du code, il y a 3 angles différents qu'on peut très facilement automatiser. Donc, on a tout ce qui est analyse statique du code, SAST. Donc, l'idée, c'est d'analyser le code lui-même sans l'exécuter pour y détecter les vulnérabilités, les mauvaises pratiques et les failles de sécurité. Donc, ça, c'est le rôle principalement de SonarQube par rapport à ça. L'analyse des dépendances, donc vérifier les librairies et les dépendances pour détecter des vulnérabilités connues dans les composants tiers. Donc on a ici la possibilité d'utiliser OWASP Dependency Check. Et enfin, on a le scan de sécurité des conteneurs. Donc scanner les images Docker utilisées dans le pipeline pour vérifier s'il y a des vulnérabilités qui vont être connues ou les mauvaises configurations. Un bon outil par rapport à ça, c'est Trivy. Donc je ne suis pas rentrée dans les détails par rapport à cette partie-là, mais je voulais au moins vous montrer comment les différents outils qui peuvent être utilisés et qu'on peut utiliser ou intégrer simplement dans nos pipelines. Il me semble qu'il y a une configuration là-dessus vendredi qui rentre plus dans les détails dans la sécurité. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller la voir. Je compte aller la voir personnellement. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est sécurité. Si on essaie un peu de revenir, rassembler tout ça et revenir sur c'est quoi les caractéristiques d'un bon pipeline, pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait que nos pipelines ils vont être fiables et de bonne qualité. Peut-être c'est l'occasion aussi pour voir si ça check, si vos pipelines dans vos projets, ça check en fait les différentes conditions. On a tout ce qui est fréquence et automatisation. Donc l'idée c'est d'intégrer le plus fréquemment possible, comme on a vu, notre code. Ça va permettre de détecter automatiquement s'il y a des problèmes, notamment si on intègre la sécurité dans notre projet, on peut voir facilement s'il y a des soucis. Il y a possibilité aussi de programmer les pipelines pour s'exécuter en début de la journée pour voir s'il y a eu entre-temps, si on n'intègre pas assez souvent, mais entre-temps on peut voir s'il y a eu par exemple des failles de sécurité qui ont été découvertes, des CVE, etc. Donc on peut le voir assez facilement et les résoudre. Et pas au moment où on fait un push et là on doit déployer rapidement. Ah non, mais il y a un job qui fait, donc on doit attendre. Notamment par rapport à ça, il y a la possibilité, j'en ai pas parlé, mais il y a possibilité de mettre une condition où on peut, la pipeline peut continuer si le job il fail. Donc il y a un allow failure, c'est une condition qu'on peut utiliser et là on peut avancer. C'est pas très conseillé, mais vous pouvez l'utiliser si jamais vous êtes vraiment bloqué. La détection rapide de bugs et d'erreurs. L'idée, c'est d'avoir un retour qui va être quasi instantané sur les erreurs pour pouvoir résoudre rapidement les bugs. Une exécution qui va être automatisée. Donc, si on utilise tout ce qui est parallélisation, utilisation de cache, les environnements, on utilise Docker par exemple et tout ça, on peut avoir des pipelines qui vont être rapides et donc optimiser et faciliter, rendre le travail plus efficace. Des tests robustes, comme on a vu, des tests qui couvrent un peu tous les cas possibles, tous les différents types de tests qu'on peut utiliser. Donc une large couverture et pas seulement de pourcentage de couverture de code. Une analyse de la qualité, donc une vérification automatique du code, et là c'est là où rentre SonarQube comme on a vu, donc vérification des conventions, vulnérabilité, voilà. Un feedback qui va être rapide, j'en ai rapidement parlé, mais d'avoir des alertes automatiques ou instantanées s'il y a un problème par rapport à la pipeline, donc que ce soit par email, par Slack, des outils d'intégration avec Jira, etc. Des environnements qui vont être reproductibles. L'idée, c'est d'utiliser des environnements identiques entre tout ce qui est le local, les environnements de test et les environnements de prod. On ne va pas se retrouver avec un code qui marche sur ma machine mais qui ne marche pas chez l'utilisateur parce qu'on utilise des environnements qui vont être différents. L'idée, c'est d'utiliser des environnements qui vont être le plus identiques possible. Et là, c'est facilement possible avec Docker et Kubernetes. Et enfin, on a la sécurité. Donc, la possibilité d'utiliser des scans automatiques des dépendances, comme on vient de voir sur la slide juste avant, dépendance, vulnérabilité, pour sécuriser la pipeline. Donc ça, c'est globalement toutes les conditions, entre guillemets, qui font qu'un pipeline, il est bon, il est efficace. Je ne sais pas si on a d'autres, forcément, il y a d'autres conditions.
Mais c'est un peu la conclusion de ma présentation. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, mon but, c'est de pouvoir fournir une introduction à ce sujet-là. Donc, si vous voulez récupérer le support, c'est dans le QR code qui va être à gauche. Vous pouvez les scanner. Je pose 3 questions de feedback, elles ne sont pas obligatoires, donc vous pouvez les passer et récupérer les slides à la fin si ça vous dit. Sinon, si vous voulez me laisser du feedback sur Open Feedback, vous pouvez scanner le QR code à côté. Il y a mon LinkedIn aussi en bas si vous voulez continuer la discussion ou voilà, vous avez des retours peut-être un peu plus personnels. En tout cas, je vous remercie. Je remercie l'équipe d'organisation du Brestcamp, les bénévoles et vous pour votre attention. Merci. Merci pour la presse. Tu n'as pas trop parlé de la partie accélération. Quels sont les pain points, les plus gros pain points à essayer pour accélérer en fait, souvent on attend les CI, enfin c'est mon sentiment. Comment tu adresses ce genre de choses là où tu interviens? Alors les cas où j'ai eu ce souci en général, c'était soit par rapport au cache. On avait le téléchargement du cache qui se faisait à chaque fois et donc ça ralentissait la pipeline. Et la deuxième chose, c'est la paralysation. On utilise en fait des jobs qui s'exécutent en même temps et ça permet de gagner pas mal de temps par rapport à l'exécution de la pipeline. C'est les deux situations que j'ai rencontrées, les solutions qu'on a mises en place. Mais sinon, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Merci pour la présentation. Par contre, j'ai une petite question sur l'ordre des priorités des variables GitLab. Parce qu'en tant qu'administrateur GitLab, moi j'ai l'ordre inverse de ce que vous avez donné niveau précédence. Pardon? Dans l'ordre des priorités que donne la documentation GitLab, du plus faible au plus élevé, il y a d'abord les variables d'instance, celles qui sont définies par les administrateurs, variables de groupe, variables de subgroupe, variables de projet, variables de pipeline, et enfin les variables déclarées en pipeline manuel. Okay. Est-ce que là, vous avez donné l'inverse? Donc je sais pas, okay. Peut-être que c'est moi qui est dans le tort. Ça peut m'arriver de me tromper, je ne suis pas expert du sujet du tout. C'est un point de vue de dev à partager avec tout le monde, mais merci pour la remarque. Je préfère préciser ça pour éviter les problèmes avec mes collègues admin GitLab derrière. Merci. Bonjour, merci pour le talk. J'ai une question sur les artefacts et le cache. Donc, je pense que j'ai saisi la distinction, mais je pense que j'aurais un peu de mal à utiliser de cache parce que je me dis, faut vraiment que tout soit tout clean, que chaque étape soit indépendante l'une de l'autre. Donc, je me demande quand est-ce qu'on peut pas utiliser le cache par rapport à l'artefact. Le cache, globalement, il est utilisé par rapport à tout ce qui est téléchargement des dépendances utilisées par tout le projet. Donc là, c'est pas un artefact au fait qu'on va balancer d'un job à un autre ou d'une pipeline à une autre. Et l'artefact, c'est un peu, par exemple, le résultat des tests, comme on a vu dans l'exemple. Donc ça, c'est un artefact, j'ai pas besoin en fait de le passer. J'ai juste besoin d'avoir l'accès à ce résultat-là, par exemple, ou tout ce qui est autre génération de fichiers, par exemple, de rapports de tests de charge ou autre, que j'ai besoin de voir dans mes artefacts, peut-être visualisés. Donc c'est un peu les cas différents de notre utilisation, en tout cas. Ok, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose de nous arrêter là. Merci en tout cas.